faut pour comprendre les enjeux de ce scrutin. Tout de suite, le sommaire. Les départements face au vieillissement de la population, comment les pouvoirs publics parviennent-ils à tirer profit de la silver economy? Reportage dans la Manche. Ils sont voisins mais inégaux. Les Hauts-de-Seine, un des départements les plus riches de France, côtoie la Seine-Saint-Denis, un des plus pauvres. Focus sur ces deux territoires franciliens que tout oppose. À 6 jours du scrutin, la campagne est-elle trop axée sur le Front National? C'est ce que pense l'ancien Premier ministre PS Jean-Marc Ayrault. On en parle dans le journal de campagne de Mickaël Zamès. Et au cœur de cette campagne pour les départementales, la prise en charge des personnes âgées, c'est une des compétences des départements. Avec le vieillissement de la population, elle occupe une part grandissante dans le budget des conseils généraux. Reportage dans la Manche de Cécile Sixou et Julie Hulin. Ça va? Oui, c'est un beau matin, quoi. Ce matin, son premier arrêt, Béatrice le fait chez Raymonde. Dans son camion, chaque jour, elle embarque 7 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Direction l'EHPAD où ils sont accueillis pour la journée. Un relais, un soulagement pour les familles épuisées par la charge que représentent ses proches, mais qui souvent n'ont pas trouvé d'institution capable de les accueillir à temps complet. Le déficit en maison de retraite ou en structure d'accueil, style famille d'accueil, est quand même important. Et que la structure, maison de retraite coûte cher pour certaines familles. Cher pour les familles, mais aussi pour le département. En 2015, la Manche a consacré un quart de son budget aux personnes âgées, soit 135 millions d'euros, dont 20 millions d'euros pour l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Et cette dépense devrait encore augmenter, car si les plus de 65 ans sont 20% aujourd'hui, ils représenteront 40% en 2040. Le fait d'avoir un département côtier, d'avoir une qualité de vie qui est largement préservée, fait que nous attirons de la population âgée qui vient dans notre département pour y passer un certain nombre d'années. Un défi pour le département qui a déjà du mal à répondre à toutes les demandes. 25% de l'accueil est réalisé grâce à des initiatives privées. À 87 ans, Solange a quitté son appartement de Saint-Hilaire pour s'installer ici. Désormais, elle vit en autonomie dans une maison adaptée à ses besoins. Entrez. Bonjour. Bonjour, comment on va? Une solution qu'elle a préférée à la maison de retraite. Ici, elle est autonome, mais pas isolée. Ses voisins de la résidence veillent. Je suis pas toute seule. On est toute seule à faire quelque chose et puis tout, mais on n'est pas toute seule autrement. Parce qu'il y a les deux dames, là, ils vont s'occuper tout de suite de moi. Cette résidence privée qui a séduit Solange, c'est cet homme, Mark Underwood, qui l'a construite après avoir fait un constat dans la région. Il y a beaucoup de les gens qui habitent toutes seuls dans la campagne. Comme tout le monde, ils ont besoin de parler avec les gens, de passer du temps avec. Et avec cette structure ici, ça permet d'avoir un petit truc comme ça pour eux. Et la résidence se développe, de nouvelles maisons devraient bientôt sortir de terre. Le passage serait bien ici. Ouais. Pour le maire de la commune aussi, l'installation de cette résidence est une aubaine. C'est très intéressant pour nous, collectivités, une commune, de voir que des privés viennent investir sur une commune. Naturellement, notre budget n'est pas impacté puisque ce n'est pas nous qui investissons, c'est carrément eux. Et tout en apportant une population qui va augmenter pour nous, c'est aussi très intéressant. Voir les personnes âgées comme une force et non plus comme un poids, le département de la Manche semble aussi en avoir pris conscience. Il a lancé un projet qui met en place une politique du bien vieillir. Cécile Sixou nous a rejoint sur ce plateau. Alors Cécile, vous revenez de ce département, la Manche, avec Julie Hulin. Pourquoi le département a-t-il mis en place cette politique du bien vieillir? Alors Delphine, le constat qu'a fait le Conseil général de la Manche, c'est qu'à 65 ans, on n'est pas forcément en état de dépendance. Les seniors, c'est aussi des personnes actives, c'est des gens qui consomment, qui utilisent Internet, qui participent à la vie associative. Bref, c'est une ressource et le département de la Manche est donc en train de revoir complètement sa politique pour répondre aux nouveaux besoins de cette population, sans oublier bien évidemment les personnes plus âgées au seuil de la dépendance. Alors quels sont les besoins en particulier ?
Alors, ce que veulent les personnes âgées aujourd'hui, c'est vivre chez elles le plus longtemps possible. Le département mise donc sur des initiatives de maintien à domicile. Alors, en matière d'hébergement, tout d'abord, au lieu de créer de nouvelles places dans les maisons de retraite, il construit de plus en plus des petites résidences pour seniors, comme on l'a vu dans le reportage. L'autre piste, c'est d'adapter les habitats individuels. Alors, notamment grâce à des outils numériques, il existe par exemple de plus en plus d'objets connectés adaptés aux seniors, comme par exemple le capteur de chute ou le pilulier électronique pour éviter les oublis ou le surdosage. Il y a donc tout un marché pour les seniors qui se développe. Oui, Delphine, c'est ce qu'on appelle la silver economy. Le département de la Manche a bien compris l'intérêt de cette économie. Premièrement, elle va créer de la croissance parce que ça touche un peu tous les domaines, l'habitat, la sécurité, le transport, les loisirs. Et deuxièmement, ça va créer aussi des emplois. On estime que tous les ans, l'économie des seniors pourrait créer 10% d'emplois en plus dans le département. Merci beaucoup, Cécile. À l'est, la Seine-Saint-Denis, un bastion de gauche où les difficultés s'accumulent. À l'ouest, les Hauts-de-Seine, l'un des départements les plus riches de France, historiquement dirigé par la droite. Mais la réalité est-elle aussi caricaturale? Au quotidien, de quels moyens disposent les conseillers généraux? Jérémy Hartmann et Aurélien Idéal. À droite, les Hauts-de-Seine. À gauche, la Seine-Saint-Denis. Entre les deux, une frontière bien discrète. Donc là, vous êtes à la limite des deux départements, vous voyez, Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis et Clichy-Hauts-de-Seine. Voilà. Mis à part cette proximité géographique, tout oppose ses frères ennemis. Le 92 est dirigé depuis toujours par la droite. Le 9-3 reste un bastion historique de la gauche. Riche à l'ouest, pauvre à l'est, le cliché à la vie dure. Si c'est une réalité pour les populations qui y habitent, c'est une erreur au regard des budgets de chaque conseil général. Avec 2,3 milliards d'euros, celui de Seine-Saint-Denis est plus riche que celui des Hauts-de-Seine, qui dispose d'une enveloppe d'1,9 milliard d'euros. Alors le 93 a-t-il plus d'argent que le 92 pour investir? Non, car en Seine-Saint-Denis, une grosse part du budget du Conseil général est dépensée dans les aides sociales distribuées aux plus démunis. Sur 2,3 milliards d'euros, c'est effectivement plus de 2 milliards qui sont pour le budget de fonctionnement et pour tout ce qui est, je dirais, service RSA, service RMI, c'est effectivement le plus gros budget. Après, il reste 300 millions d'euros pour effectivement réaliser les équipements publics, que ce soit les collèges, les PMI, les crèches ou bien des équipements sportifs. Un peu moins de 300 millions pour investir contre presque 600 millions dans les Hauts-de-Seine. Le Conseil général du 93 est parfois obligé de faire des choix. S'il a pu financer cette PMI flambant neuve à Épinay-sur-Seine, la commune va devoir financer seule le nouveau dojo qu'elle souhaite construire sur cet espace. Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, depuis 2012, le président Barthelone, qui était président de l'époque, a décidé de faire un moratoire, c'est-à-dire de ne plus subventionner les communes au profit de projets qui sont des projets municipaux, mais d'intérêt malgré tout pour le département, parce que les collégiens pourraient utiliser ce dojo. Entre Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine, ce n'est pas qu'une question d'écart budgétaire, ce sont aussi des choix politiques différents. À Clichy-la-Garenne, sur les berges de Seine, le Conseil général du 92 souhaite par exemple élargir la route pour en faire une 2 fois 2 voies. Mais quelques centaines de mètres plus loin, dans le 93, le département n'a pas l'intention de modifier l'axe routier. On va se retrouver là dans un goulet d'étranglement dès le pont de Clichy. Ensuite, en Seine-Saint-Denis, il y a une position différente de l'aménagement, puisqu'on est en berge de Seine, on veut plutôt se réapproprier les berges de Seine, et eux, ils restent dans le 2 fois 1 voie. Pour corriger ces incohérences et créer une plus grande solidarité entre territoires riches et pauvres, certains élus souhaitent accélérer la mise en place du Grand Paris. La métropole parisienne a pris du retard sur les grandes métropoles de province. Un certain nombre de questions comme la question du logement. À Lyon, la communauté urbaine régule bien en mettant du logement social dans les communes résidentielles et du logement résidentiel dans les communes populaires. En attendant, un système de péréquation permet déjà aux départements pauvres de bénéficier d'aides de la part des départements riches. Et pour être tout à fait complet, voyez les noms des autres candidats qui s'affichent sur votre écran. Candidats à ces élections départementales pour le canton de Clichy, dans les Hauts-de-Seine. À suivre également les noms des autres candidats dans cette campagne pour les départementales dans le canton de Saint-Ouen pour la Seine-Saint-Denis.
Le journal de campagne, c'est avec Mickaël Zamès qui nous a rejoint. Alors Mickaël, on va commencer par cette information. C'est Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui refait parler de lui. Oui, l'ancien Premier ministre qui avait dû démissionner après la claque des municipales. Mais Jean-Marc Ayrault affiche très clairement son désaccord avec la stratégie de Manuel Valls. Tout d'abord sur les élections départementales. Jean-Marc Ayrault estime que le parti de Marine Le Pen ne doit pas se retrouver au centre de la campagne. Non, ce qui doit être au centre, c'est le choix des majorités départementales. Et d'insister, il faut de la pédagogie. Sous-entendu, Manuel Valls n'en aurait pas assez. Voilà pour les départementales. Mais je ne résiste pas à vous livrer deux petites phrases. Allez, c'est cadeau de la part de Jean-Marc Ayrault à Manuel Valls. Sur la loi Macron, pour commencer, moi, je n'ai pas eu à utiliser le 49.3. Je n'avais pas de frondeur. Et les Verts étaient au gouvernement. Il faut aussi savoir écouter les voix comme celle de Martine Aubry. Voilà pour le message. On va dire un message d'unité, une semaine du premier tour. Un petit tacle. Les oreilles du Premier ministre ont donc dû siffler, Mickaël. Oui, l'écho a dû résonner jusque dans l'Essonne, en banlieue parisienne, où tient un meeting. Manuel Valls tient un meeting dans sa ville d'Évry qu'il a dirigé pendant 11 ans. Meeting avec le patron du PS, ça peut paraître normal. Meeting également avec la patronne des Verts, Emmanuel Coll, c'est un frondeur. Unité, unité. Décidément, le match, c'est peut-être dans l'Essonne qui va se jouer, parce que de ce côté-là, à quelques kilomètres, Nicolas Sarkozy lui tient aussi un meeting à Palaiseau, très précisément. L'Essonne est socialiste depuis 1998, mais pourrait aussi basculer à droite cette année. Mickaël, dans la dernière ligne droite, un nouveau sondage place le Front National en tête. Bon, on vous le répète, un sondage, c'est une photo à l'instant T, surtout quand il est fait au niveau national, alors qu'on vote pour des élections départementales. Mais là, il faut quand même en tenir compte. Sondage IFOP pour le Figaro européen qui donne le Front National en tête avec 30% des voix, suivi de l'UMP-UDI à 29%. La surprise, c'est la chute du Parti Socialiste qui est très loin derrière avec 19% des voix. Et le principal enseignement, Mickaël, de ce sondage ? Il y a un enseignement quand même à tirer, c'est l'ensemble de cette gauche, les Verts, le Front de gauche, le Parti communiste, on est à peu près à 33% des voix. Alors en raison de l'abstention, en raison des difficultés aussi à aller au deuxième tour pour les partis qui font moins de 12,5% des voix, mais il est totalement possible que les partis de gauche, les candidats du parti de gauche, soient éliminés dès le premier tour. Mais ça, on le verra évidemment dans les urnes cette fois, dimanche prochain. Merci beaucoup, Mickaël. Et tout de suite, c'est la revue de presse quotidienne régionale préparée ce soir par Pierre-Henri Gergonne. Bonjour à tous. Allez, j'en suis sûr, vous la connaissez, cette chanson, Les Petits Papiers. Eh bien, c'est sur cette mélodie, sans doute, que se sont activés les personnels des bureaux centralisateurs du département de la Manche. Ouest France nous apprend en effet que pour ce seul territoire, pas moins de 380 000 plis vont être pris en charge par la Poste. Alors, il a fallu préalablement, une à une, cacheter les enveloppes, mais surtout les remplir des documents de campagne des candidats. Un travail de titan confié au personnel communal, évidemment, mais également à des bénévoles, voire même des associations d'insertion. Dans ce même quotidien, cette analyse en demi-teinte de la parité, désormais obligatoire, vous le savez, elle émane d'Anne Dornano. Après 40 ans de carrière politique, l'actuelle vice-présidence du département du Calvados, eh bien, considère cette parité imposée comme peu flatteuse pour les intéressés. En plus, dit-elle, ça a été terriblement compliqué pour faire les choses et surtout d'expliquer, on a surtout cherché des femmes élues. Il aurait mieux valu chercher plus de femmes non élues. Des femmes, toujours. Le Télégramme de Brest nous apprend que le département du Finistère pourrait bien être rebaptisé Féministère, tant les femmes semblent y être en territoire de conquête. Entre Bernadette Malgorn à droite et Nathalie Sarabezol à gauche, la partie sera serrée. Une femme donc pourrait accéder à la présidence du Finistère, une performance encore très rare en France. Le quotidien, en effet, précise qu'on ne compte que 6 présidences féminines sur la centaine de départements français. Décidément, le département du Finistère se distingue. Son conseil général est à ce jour, aujourd'hui, le plus féminisé du pays et que c'est à Douarnenez, en 1924, qu'une femme fut élue conseillère municipale pour la première fois en France. Allez, un homme quand même, pour finir. Toujours dans le Télégramme d'ailleurs. Claudie Le Breton, président des Côtes d'Armor depuis 18 ans et de l'Association des départements de France depuis 11 ans, eh bien, il a choisi de tirer sa révérence. Après, vous le savez, une bataille homérique pour sauver les départements d'une disparition annoncée par les pouvoirs publics. La carrière politique de Claudie Le Breton est-elle pour autant terminée?
Rien n'est moins sûr, c'est un vrai régionaliste, explique un parlementaire local. Aussi, les rumeurs d'une possible candidature aux élections régionales ne sont certainement pas pour lui déplaire. Mais Claudie Le Breton n'en est pas là. Je reste un militant socialiste jusqu'au bout et ça ne me gêne pas, dit-il, d'aller distribuer des tracts, répète à l'envi celui qui a adhéré au Parti socialiste en 1975. C'est la fin de ce journal des départementales. Pour le revoir, notre site publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.